Vous écoutez Apéro Cigare, le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission parle de pièces d'avion. Boing! Yes, we can. Touchdown on the moon. Je vous demande de vous arrêter. C'est de la poudre de perlimpinpin. Au secours! Vous écoutez Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir. Je m'appelle Jeffrey, je suis votre co-animateur depuis toujours et j'ai l'honneur de partager cette émission avec une grande amie à moi, Hélène Bernardo. Oh, pas d'adjectif. La première membre du Parti communiste de France. La fondatrice du Québec insoumis. Oui, Oui. il y a des marxistes. J'ai vu qu'il y avait des marxistes. Surtout à Hochelaga quand même. Ouais, Il y a une bonne ouais. communauté de marxistes. Mon J'ai vu Dieu. des pancartes. Je t'ai vu l'autre jour à la réunion. Non, c'est pas vrai. En train de coller des affiches. Oui, c'est ça. Ça va, pas trop fatigué? Fatigué. Puis c'est pas cette émission qui va nous soulager puisqu'on a des gros sujets qui s'en viennent. Absolument. Il Ouais. s'est passé beaucoup de choses dans les dernières semaines. On est Et, dans ta tête, mais on a des choses à dire. Ben en fait, c'est intéressant parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'était pas vraiment un retour aux sources. Là, on était plus dans les entrevues, plus avec des invités, on leur donnait beaucoup de paroles. Là, on retombe un peu sur nos origines où c'est que des sujets un petit peu pêle-mêle, puis Veux-tu nous pitcher Apéro Cigare? je te pitch Apéro. C'est quoi Apéro Cigare 2024? Ben 2024, 2023, 2022. Apéro Cigare, ça change pas. c'est toujours la même chose. C'est une émission d'actualité où on parle d'actualité sans vous endormir. Et on le fait aussi avec un verre à la main. Là, On boit de l'eau. on est un peu... je pense qu'on est sur le... Non, perte de budget totale. C'est ça. Ça dégringole. Mais c'est le principe de parler d'actualité, en fait, sans prétention, en ayant du plaisir, puis aussi en créant des discussions, en étant très à l'écoute. Et parlant d'écouter, j'ai goût d'écouter ta brique et ton étoile. En fait, étoile nouvelle positive que tu as remarqué, étoile négative la brique. Qu'est-ce qui t'a marqué positivement ces derniers temps, Hélène? Écoute, mon étoile, il a fallu que je la cherche. Donc, je suis allée fouiller dans des articles qui étaient sortis dans les dernières semaines. Puis, je suis tombée sur un article du Washington Post. C'est une étoile, mais à prendre avec des pincettes, comme toujours. Mais en fait, cet article parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour raviver les langues autochtones. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que, par exemple, au Mali, pour contrer l'influence de la langue française à l'école, ce qui en soi est déjà très intéressant comme volonté politique, le pays a recours à l'intelligence artificielle pour créer des livres dans les langues autochtones maliennes, notamment en Bambara. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Robots Mali qui utilise l'IA pour créer des histoires qui reflètent la vraie vie des jeunes maliens. Fait que l'entreprise va demander à ChatGPT, donne-moi des exemples de bêtises que font les enfants pour écrire une histoire sur des petits Maliens qui font des bêtises. Puis, il va traduire avec Google Translate en Bambara. Fait que c'est complètement absurde, mais c'est pas si bête. Puis je trouve ça le fun que ce soit utilisé dans le but de raviver la culture, puis que ça s'applique à la réalité des jeunes qui vont lire ça. Fait que c'est ça. Je trouvais ça le fun. C'est 2024, honnêtement. C'est très 2024. Essayer de raviver des cultures dans un monde mondialisé en utilisant l'intelligence artificielle, c'est vraiment 2024. Je trouve ça beau, quand même. C'est beau. C'est triste dans un sens de repasser par la technologie, mais en même temps, pourquoi pas, c'est aussi à ça que ça sert. Utiliser la technologie pour mettre en valeur la culture. Puis... c'est un peu ironique, comment je vais le dire, mais je trouve ça drôle que ça vienne de la volonté de contrer l'influence française. Pour rappel, le Mali est actuellement dirigé par une junte militaire qui est opposée à la France. France qui a été présente quand même pendant 8 ans sur le territoire malien avec l'opération Barkhane. Fait qu'en tout cas, il y a vraiment une volonté très très politique derrière tout ça aussi. Ben, on sent un sentiment très de repli sur la culture locale, je pense un peu partout dans le monde. On peut parler au niveau des langues autochtones au Québec aussi. Puis je pense que c'est généralisé un peu ce mouvement de décolonisation du 21e siècle.
Mais t'as raison, c'est comme allez-vous faire foutre la France un peu, là? Mais pourquoi pas? On va apprendre le russe bientôt. Mais Wow. ouch. Mais quand même, non, très très belle nouvelle. Est-ce que tu penses qu'on devrait y aller tout de suite avec la mauvaise ou on... Ben, on va rester dans le positif. Fait que je vais écouter ton étoile, Jeff. Ben, c'est très rare en fait que je vais tomber dans le très gauchisme, mais je me suis dit, regarde, pourquoi pas? It's never too late, puis ça va te faire plaisir. En fait, le gouvernement canadien a imposé une nouvelle taxe sur le gain en capital pour les personnes qui font plus de 250 000 $ de revenus par année. C'est une taxe qui correspond à 0,3% de la population. Donc, on s'entend, c'est très, très peu, mais qui va aller chercher quand même, de mémoire, je pense qu'on est à 3 milliards de dollars par année. C'est quand même beaucoup d'argent. Et je me dis, si jamais tu fais 250 000 $ de revenus et que tu fais en plus du gain en capital, t'es correct. On s'entend, là. Oui, la fin du mois, elle est gérable. T'es mieux que d'autres personnes. Puis en fait, la taxe a passé à 66%, donc c'est quand même énorme. Mais on s'entend que les défis en ce moment, tant au niveau de la santé, tant au niveau du vieillissement, du logement, il y a énormément de défis en ce moment au niveau sociétal. Je pense qu'il faut se permettre d'aller chercher des revenus pour justement les redistribuer à des gens qui en ont besoin. Je suis quand même encore très, très centriste, mais celle-là, je l'ai approuvée. Puis le Québec a emboîté le pas également, donc également mis la même taxe. On voit que les gouvernements font des gros déficits, donc c'est une manière, en fait, d'aller chercher des fonds sans toucher à la majorité de la population. C'est très intéressant, puis c'est quand même assez surprenant venant des gouvernements qu'on a actuellement au pouvoir. Mais c'est quand même fou de se dire qu'on peut aller chercher jusqu'à 3 milliards avec 0,3% de la population. Imagines-tu la quantité d'argent qui se cache dans les poches des plus riches? C'est fou, hein? Ça n'a pas rapport. Je pense que, je me rappelle plus les statistiques, mais c'est ça. Je pense que le 10 ou 20% des plus riches personnes au Canada contrôlent comme 50%. Je me rappelle plus les statistiques, mais c'était quand même assez impressionnant de voir que si peu de personnes ont autant d'accumulation de richesses. En même temps, c'est un peu le jeu aussi. On joue un peu au Monopoly tout le temps. Est-ce que tu penses que c'est un revirement de bord pour les libéraux qui s'enlignent de plus en plus en arrière du NPD? Est-ce qu'il y a comme un changement de paradigme pour ce parti-là qui s'enligne plus à gauche? C'est une très, très bonne question. C'est sûr qu'ils ont dû faire des concessions pour se retrouver un peu plus vers la gauche. Puis, il faut dire que leur clientèle aussi est beaucoup, beaucoup plus jeune maintenant. Donc, ils s'adressent à un public, leur clientèle. C'est plus l'électorat, c'est la clientèle. Non, mais très beau lapsus. Ben, quand même, hein? On est pas mal proche, hein? Maintenant, c'est pratiquement acheter des votes. Mais non, effectivement, je pense qu'ils jonglent aussi avec ça, mais il y a des gros déficits en ce moment, puis il y a des gros défis qui s'en viennent. Donc, c'est comment aller chercher des fonds. Moi, je pense que c'était une manière de le faire parce que, comme je dis, il y a des gros défis qui vont arriver au niveau de... Pour construire toutes les écoles du Québec. Exactement. Sûrement du Canada. Rien de moins. Même, faut tout reconstruire, en fait. Des belles autoroutes. Veux-tu enchaîner avec ta brique? Ouais. Moi, je suis allé avec PSPP. Je dois avouer que... Poivre, sel... Vas-y. Poivre, sel et de public. Ah. Je voulais rester sur une thématique barbecue, puis j'ai pas eu. J'ai compris le départ, mais clairement... non, en fait, c'est parti sans... Problème... Potable. Populaire. Pour les gens qui nous écoutent, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le leader du Parti québécois, qui mène présentement dans les sondages, donc qui a un peu le vent dans les voiles, ou en fait, qui est peut-être une solution de rechange au gouvernement actuel. En fait, bref, c'est pas à moi d'en décider, mais... T'as le droit de vote, là. Ben, j'ai un vote, mais dans les sondages présentement, donc le Parti québécois bon usage. La seule chose, c'est que Pierre Saint-Pierre Plamondon a activé ce que j'appellerais l'épouvantail cette semaine, c'est-à-dire qu'il a dit que s'il était élu, dans un horizon d'un certain temps, il ferait un référendum. Il a sorti le +4, là. Il a sorti le +4
En fait, il a sorti le plus 8. Là. Il change de sens. Let's go. Toutes ces cartes spéciales, tac, tac, tac. Et ce qu'il a dit, c'est au gouvernement fédéral, en fait, aux Québécois, c'est que si on ne réussissait pas ce référendum, qui serait un peu un troisième référendum, à ce moment-là, la nation québécoise allait disparaître. Mm-hmm. Donc, il a vraiment activé l'effet comme catastrophe, il faut s'en sauver, ce qui est honnêtement assez particulier parce que Saint-Pierre Plamondon a toujours joué la carte beaucoup plus positive du débat, de l'ouverture, très moderne, ce qui lui, en fait, allait très très bien parce que justement, il a redoré l'image du Parti québécois pour le rendre beaucoup plus attractif. Et là, de jouer cette carte-là complètement inverse de la peur, c'est relativement surprenant et je suis pas sûr que ce soit un pari qui soit nécessairement gagnant, en fait. On est rendu où avec la souveraineté au Québec? Est-ce qu'on veut voter cette année? Est-ce que c'est un objectif au moyen terme, long terme? T'sais, toi, t'es Québécois, t'es très concerné par cette question. Je sais qu'on en parle souvent de manière plus informelle. Tu veux ton passeport québécois. mais est-ce que tu penses est-ce que les gens autour de toi, est-ce que tu comprends de ton pays seraient prêts à être un pays, justement? Il faut comprendre une chose, c'est-à-dire que là, j'ai parlé avec un peu d'accent. Il faut comprendre une chose. On dirait que j'avais un accent de Nouveau-Brunswick. Mais non, mais il faut comprendre une chose, c'est que les jeunes sont pas intéressés par les mêmes enjeux que l'étaient, par exemple, les autres générations. Mm-hmm. Et aujourd'hui, la majorité de la population, en fait, la plus grosse portion de la population, ce sont les générations X, Y. Ou en fait Y, je ne me rappelle plus. Donc bref, on est sur une fin d'alphabet. Ça s'en vient là, ça s'en vient. On arrive en ville. Ils n'ont pas les mêmes enjeux. Les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux prennent beaucoup plus de place qu'avant. Donc, je pense que est-ce que les jeunes ne sont plus intéressés par le référendum? Pas nécessairement. Je pense qu'ils sont pas nécessairement pour ou contre, mais je pense qu'ils sont intéressés par des causes qui sont autres. Mm-hmm. Donc, je pense qu'ils sont plus. Il faut la fin dans le monde, les guerres, l'environnement. Et donc, si un parti politique veut faire un projet d'indépendance, il doit miser sur ces causes-là en disant, en fait, ce qu'on veut, c'est en fait répondre à ces causes-là en décidant nous-mêmes, ou parce que nous, notre projet est différent du projet fédéraliste. Bref, ils doivent jouer sur ces éléments-là. Puis, je suis pas en train d'être pour ou contre le souverainisme ou le fédéralisme. Ce que je dis, c'est que les enjeux aujourd'hui qui touchent les jeunes sont pas du tout les mêmes que nos parents ou nos grands-parents qui étaient beaucoup plus sur l'identité, sur le sentiment national. Donc, je suis pas sûr que ce soit un pari gagnant, encore une fois, pour PSPP. Est-ce que s'il y aurait un référendum demain, puis qu'on misait toutes nos cartes de la bonne façon, est-ce que ça passerait? Je suis dubitatif, mais je peux pas te dire que ce serait non, mais je pense pas que ce serait le cas. Je pense qu'on n'est pas dans un bon timing en ce moment. Moi, je serais curieuse de voir qui prend le pouvoir à ce moment-là, comment ça s'organise. En tout cas, toute l'après m'intéresse beaucoup, mais il faut parler de ce qui se passe maintenant aussi. Puis comme tu dis, je pense qu'il faut mettre d'autres lunettes que seulement celles de l'ethnocentrisme puis de l'identité, parce que oui, il y a une question de survie de la langue française, il y a une question de valeurs et de traditions québécoises, mais il y a aussi beaucoup de détresse au niveau social. On a beaucoup moins de pouvoir d'achat que les générations précédentes aussi. On pense beaucoup, tu sais, est-ce qu'on va être capable de fonder des familles, est-ce qu'on va être capable de leur offrir un environnement sain, est-ce qu'on vit dans un monde, est-ce que le Québec va être stable si le Québec est indépendant? Fait que je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, c'est ma compréhension, puis j'ai pas tout l'historique du québécois là, évidemment, mais c'est aussi ce que je comprends de cette situation-là. Puis toi, ta brique, c'est quoi? Ma brique, on reste au Québec. Moi, ma brique, c'est celle de la situation en termes d'itinérance et de la gestion de la ville de Montréal par rapport à cette question. Encore une fois, c'est le milieu communautaire qui tire la sonnette d'alarme. Fait que c'est des gens qui travaillent dans une grande précarité, avec des personnes en grande précarité, qui se ramassent avec tout le travail, qui se ramassent à devoir gérer des budgets qui sont que partiellement distribués. Robert Baudry, qui est responsable du dossier à la Ville de Montréal, a dit que oui, il fallait démanteler les campements, alors qu'on n'est même pas capable de reloger les personnes itinérantes, qu'on ajoute à ça une couche de détresse par rapport à la santé mentale, par rapport à la toxicomanie, qui est en train de toucher Montréal de plus en plus concrètement. Fait que toute cette question m'inquiète beaucoup. Puis comme je travaille dans le milieu, moi je travaille en immigration, mais je suis quand même sur des tables de concertation, notamment sur le territoire des faubourgs et de Berry-UQAM. Fait que la question de l'itinérance, c'est notre priorité numéro 1. Puis ça nous inquiète tous.
Puis on doit faire le travail que le gouvernement et la ville doivent faire. Fait qu'il y a une grande fatigue, une grande lassitude. Puis on comprend, tu sais, que les gens soient de plus en plus fermés à l'itinérance, qu'il y ait de plus en plus de méfiance et de peur, parce que oui, ça pose la question de la sécurité. Oui, les commerçants se sentent pas bien qu'il y ait du monde qui traîne en avant de leur commerce. Oui, les gens qui habitent dans le village ou autour de Berry-UQAM, ils sont pas à l'aise de fréquenter des personnes itinérantes au quotidien. Mais pourquoi? Parce qu'on traite jamais les sources du problème. Fait que je suis très curieuse de savoir où les 20 millions de dollars du ministère des responsables des services sociaux vont aller. Fait que c'est ça ma brique. Puis ça vient vraiment du cœur. Oui, je le vois. Puis je te comprends. Je partage ta frustration parce que c'est honnêtement tellement visible, toute cette itinérance-là qui est partout vraiment. Puis ça devient presque une crise. Et ça devrait effectivement sonner une cloche vers notre méthode fonctionne pas. En ce moment, on est en train de mettre un patch, de patcher des trous, mais le toit, il continue de couler. Donc, ça, on voit beaucoup le mot phénomène aussi. Tu sais, je me renseignais sur la question, puis ce que les médias disent, c'est que c'est un phénomène, mais c'est plus un phénomène, là. Ça fait partie de la réalité, malheureusement. Il faut s'adapter à ça parce que ça existe. Il y aura toujours des gens dans la rue, mais il y a quand même des symptômes. Puis, on a tendance à, encore une fois, tirer sur les mauvaises personnes. Fait que c'est la faute des immigrants s'il n'y a plus de logement, puis c'est la faute de la COVID si tout le monde est rendu avec des problèmes de santé mentale. Ça joue dans l'équation, mais les responsables ne prennent pas leurs responsabilités. Toi, qu'est-ce que tu ferais si... ça, c'est la question à 1 000 $. Du logement abordable, beaucoup. Mieux financer aussi, tu sais, toutes les personnes qui sont sur le terrain. Je pense aux travailleurs de rue et aux psychoéducateurs, puis aux gens qui sont là pour soutenir les personnes en situation d'itinérance, qui auraient peut-être des... Parce que l'itinérance, elle vient pas toute seule. Oui, il y a de la pauvreté, mais il y a plein de facteurs à la fois systémiques et individuels qui jouent sur l'itinérance, tu sais. Tu peux être une personne en parfaite santé puis te retrouver du jour au lendemain dans la rue. Ça existe, ça va exister de plus en plus. Mais il y a plein d'autres problèmes, tu sais, genre la violence conjugale ou justement des personnes immigrantes qui arrivent qui ont aucune ressource ou des personnes qui sont totalement en détresse parce que elles fit pas avec le modèle qui existe aujourd'hui. Elles sont pas capables de travailler à temps plein dans des structures, tu sais, hyper ouais, c'est ça. Il y a des jeunes qui vivent des situations familiales où à 18 ans ils vont se retrouver dans la rue. Fait il y a comme plein de choses, puis il y a des gens qui savent, qui ont l'expertise d'accompagner des personnes dans ces situations-là, puis il faut revaloriser leur travail, absolument. Il faut les payer à juste valeur. Il faut leur donner des conditions de travail qui sont meilleures, puis il faut les soutenir dans leur travail et reconnaître, avoir une parole politique qui dit, oui, vous êtes important, puis on a besoin de vous, en fait, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Tu sais, démanteler des campements, ça sert à rien. Genre, les campements, ils vont revenir ailleurs, ils vont revenir sous différentes formes. Puis si tu démantèles des campements, peut-être que tu vas te retrouver avec 8 personnes qui vivent dans un 3,5. Là. Fait que ça va exister d'une autre manière. Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est redonner de la dignité à ces personnes-là, puis leur offrir des conditions de vie, c'est ça, aussi dignes que toi et moi. Ouais. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que l'argent, il sort pas de nulle part. Il sortirait de 0,3% de la population qui va nous donner 3 milliards. Mais tu sais, je trouve que ça nous touche tous d'une certaine manière. On prend tous le métro, on voit tous qui fréquentent le métro. On habite tous les deux à Hochelaga Maisonneuve. C'est une autre forme d'itinérance. Tu sais, c'est pas la même pauvreté que à Berry-UQAM ou que dans les banlieues de Montréal. Mais ça existe, puis c'est ça. C'est ça, c'est un peu mon cri du cœur. C'est ça le feeling d'être un peu submergé, ouais. D'être un peu frustré, mais la ville de Montréal, c'est sa job. Tu sais, je peux pas croire que dans un pays où on vit à notre épisode 36 où pourquoi c'est toujours les villes qui ramassent tous les problèmes sociaux? Ils sont tout seuls là-dedans, puis ils ont une seule source de revenus, c'est la taxe foncière. Tu sais. Faut peut-être retravailler la relation provinciale et municipale. Je pense que oui. Tu sais pourquoi que c'est eux qui gèrent les transports, l'itinérance, je veux dire, le social puis se le déplacer, alors qu'ils ont une seule source de revenus qui est hyper difficile à bouger. Comme pour moi, je pense qu'il y a un modèle qui doit être repensé là aussi. Puis tu l'as dit aussi, la prévention avant le... Tu sais, quel facteur fait en sorte qu'une personne va se retrouver dans la rue, puis de voir la NPD, le gouvernement libéral, qui mise énormément sur l'assurance médicaments, moi, je suis comme...
Ou l'assurance dentaire, je suis comme, pourquoi l'assurance maladie mentale? Tout le monde Exact. devrait avoir un psychologue. Exactement. Ça l'aiderait beaucoup. Bref, on pourrait en parler pendant des lunes. Mais je te sentais Oui, passionné, puis oui. je te comprends. Je te comprends. Je m'excuse, je t'ai coupé la parole. Non, mais regarde. C'est une grosse brique. C'est une grosse brique. Ouais. Oh, ouais. Fait que, sans transition, notre premier sujet. Direct. On va rester dans la légèreté puisqu'on va parler du Moyen-Orient. Ouais. Plus de 190 jours que Israël colonise, non, plus de 190 jours, des 70 ans en fait. Ouais. Mais non, qu'on est sur un conflit, une guerre en fait au Moyen-Orient. Puis l'Iran rajoute sa petite sauce. En fait, l'Iran a été attaqué de manière très vicieuse par Israël qui aurait frappé sur l'annexe consulaire de l'ambassade iranienne à Damas. Ça s'est passé le 1er avril dernier. Puis dimanche, on a eu des représailles sous forme d'attaques par drone. C'est Téhéran qui a lancé des missiles en direction d'Israël. Je pense que géopolitiquement, c'est très intéressant de voir c'est quoi la dynamique ici. Parce que l'attaque, elle n'a pas été revendiquée sur l'ambassade. Puis les représailles, elles ont eu absolument aucun impact militaire. En tout cas, voici les faits. Ouais. Je sais pas comment tu veux embarquer dans ce sujet, ma foi, fort délicat. Mais on peut voir déjà qu'il y a vraiment... Le Moyen-Orient, c'est un écosystème au niveau des relations internationales qui est vraiment comme un microcosme. Donc, il y a vraiment des rivalités régionales qui sont franchement très, très délimitées, qui a beaucoup évolué parce qu'il faut se rappeler, c'est que le Shah d'Iran, avant donc la révolution islamique, était un grand allié américain et était quand même pratiquement en grande relation aussi avec Israël. Il s'échangeait beaucoup de pétrole contre des armes, notamment. Et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Autre chose aussi, c'est que, quand même, donc, de un, Israël a l'un des systèmes de sécurité, mais en fait, un des agences de renseignement, donc CIA, là, je sais pas en français. Le Hezbollah qui est au Liban, mais non, mais j'avais la CIA en français ou la FBI, les agences de renseignement secret, non? Oui. Bref, les plus fortes, le Mossad, c'est une... Le Mossad, merci. C'est une machine de guerre. Oui. Et on l'a vu, ils ont ciblé exactement les gens qui voulaient en Syrie et ils ont éliminé ces gens-là. Ça reste quand même une attaque sur une ambassade qui est la définition, en fait, d'une mission diplomatique à l'étranger. Donc, ils ont littéralement attaqué l'Iran. Et de façon internationale, on a dit, après l'Iran envoie 300 missiles balistiques, drones, etc., pouf, sont tous étendus. Puis là, je perds mes mots, sont tous abattus, en fait. Puis tout le monde dit, hey, l'Iran, ça n'a pas de bon sens. Tu l'as vraiment dit, il n'y a eu aucun dommage. Exact. Rien. C'est juste on est fâché, là. On a quand même une dizaine de morts, dont un général des gardiens de la révolution islamique. Israël a fait mal à l'Iran au consulat. Mais l'Iran n'a pas fait mal du tout à Israël. Pourtant, l'Iran se réjouit de cette réponse. Est-ce que c'est une stratégie de com? Clairement, il fallait qu'il fasse quelque chose. Parce que aussi, faut jamais oublier que quand on regarde les relations internationales, il y a 3 échelles. Domestique, régionale, internationale. Au niveau domestique, le gouvernement iranien est aussi très fragile. On l'a vu, il y a des gens qui se sont rébellés dans la rue. Donc là, il veut montrer l'ennemi commun, on serre les coudes. Mais ils sont à 1000 kilomètres d'Israël aussi. Donc c'est comme, gars... C'est ça, c'est qu'on parle d'une région, mais on s'entend que la région, elle est extrêmement large. Mais là, est-ce qu'Israël... Tu sais, c'est comme si je te tire les cheveux, tu vas répondre ou tu vas rien dire? C'est un peu humiliant. C'est ça, en fait. Mais je t'ai pas fait mal. C'est le dilemme de l'escalade ou de l'armement. Je me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est le dire, là, si je réponds faut que je réponde plus fort parce que sinon je parais faible. Mais là, l'autre dit, faut que je réponde plus fort parce que sinon, je parais faible. Donc, ça va aller jusqu'à où? Pour l'Iran, aucun intérêt à l'escalade parce qu'on l'a vu. Est-ce que vraiment ils pourraient réussir à être dans un conflit ouvert avec Israël? Je sais pas. Est-ce que ça serait dans leur avantage? Je suis pas certain. Est-ce qu'Israël veut rouvrir un deuxième front? Je suis pas certain non plus. Donc, en fait, les deux pays ont aucun avantage à une guerre ouverte. Cependant, les deux ne veulent pas perdre la face. Les deux essaient de jouer un peu, effectivement, je suis plus fort que toi. Là, Israël, on va voir à ce qu'ils vont répondre et comment.
Puis une chose qu'il faut se rappeler aussi, qu'on avait vu avec Julien Toureille, c'est que la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire deux pays qui ont l'arme nucléaire, un versus un, je l'ai, tu l'as, pas de problème. L'Iran pourrait avoir plusieurs têtes ou missiles nucléaires d'ici 3 à 6 mois. Donc, ça serait l'Iran qui aurait l'arme nucléaire, tu aurais Israël qui aurait l'arme nucléaire. Après, qui veut... Tout le monde va vouloir l'avoir. Je veux dire, l'Arabie Saoudite va vouloir l'avoir, l'Égypte va vouloir l'avoir. Fait que est-ce que le conflit Moyen-Orient, ça va être une suite qui pourrait déboucher sur quelque chose de plus embrasé dans les prochains mois, années? Moi, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Est-ce que Israël a le temps et la force de répondre aussi? Tu sais, est-ce qu'Israël se cache un peu derrière son grand frère, les États-Unis? Est-ce que les États-Unis ont l'énergie de répondre à ça? Est-ce que, comme tu dis, est-ce qu'on veut que ça reste régional? Parce que là, le conflit, tu sais, il va y avoir des prises de position, puis si quelqu'un répond, c'est certain que ça va impliquer tout le monde. Ouais. Puis les États-Unis n'ont aucun avantage à avoir un déclenchement d'une guerre ou d'un conflit plus général. D'un, parce que ça va impacter le commerce international, donc c'est pas bon. On l'a vu avec les Houthis au Yémen, donc qui commencent à bombarder des bateaux, ça a eu un impact sur le prix. Puis on veut le pétrole des Iraniens. Ben, là, il y a un embargo, mais... On dirait pas non, ouais, ça dépend si Donald Trump arrive au pouvoir ou pas, mais bref, il n'y a aucun avantage à personne, en fait. Parce que, bon, Israël a déjà vraiment beaucoup de soucis avec Gaza, mais aussi avec le Hezbollah, qui est un peu la branche libanaise de l'Iran. Après, est-ce que les alliés de l'Iran vont s'en mêler? Donc, mais tu sais, pourquoi avoir attaqué l'ambassade? La question de base, c'est aussi ça. C'est comme un vraiment drôle de moment pour le faire. Puis ça pouvait pas rester silencieux. Fait que pourquoi avoir fait ce move de service secret? Puis là, je suis à l'école des espions, je veux vraiment comprendre c'est quoi la stratégie derrière ça. Puis moi, je suis d'accord avec toi. Le Mossad est habitué à faire des trucs, tu sais, vraiment comme tu veux quelqu'un éliminer, on va l'amener, on va l'éliminer. Mais là... C'est un peu what the fuck. Oui, mais là, c'est ça, t'es comme attaquer une ambassade comme... Il y a des choses en coulisses qu'on comprend pas. Parce que devant tout le monde en plus, ça apparaît comme... C'est clair que ça va les faire suer l'autre côté, là, on s'entend. Puis, on est en train de voir aussi, je pense, un changement au niveau des relations internationales parce que l'unipolarité américaine, jusqu'à peu près 2005, est en train de changer. On voit une multipolarité. Puis, on voit aussi... C'est quoi, en fait, la reconstruction de l'écosystème international de l'échiquier? Tu sais, l'Iran, si par exemple s'allie avec la Russie, avec la Chine pour être un peu une contre-puissance, est-ce que ça va commencer à devenir un bloc de plus en plus rigide, puis là, on n'est jamais à l'abri d'un conflit? Fait que c'est quand même assez particulier ce qu'Israël a fait. Comme tu dis, je comprends juste pas le move, mais ça va apprendre beaucoup de choses dans les prochains mois. Oui. Ouais. Mais l'Iran, pour moi, quand j'ai vu ça, ils ont été humiliés, là. Clairement. Ils ont fait attaquer une ambassade, ils ont répondu en envoyant 300 missiles, il n'y en a aucun. Aucun. Non, mais ça leur a fait peur pareil. Je comprends, mais comme... Puis après, c'est quoi la réponse d'Israël? Est-ce que l'Israël va jouer un peu le mode on va attaquer de façon précise un peu, ou là, on va lancer un message? Fait que c'est ça aussi. Parce qu'en ce moment, l'Iran, ce qu'elle fait, c'est un peu le mode piqûre d'abeille, là, tu sais. Exact. On attaque juste pour dire qu'on est là. Mais ouais. j'ai hâte de voir la suite des choses, mais c'est clairement cette région-là, et en ce moment, c'est le hotspot, là. Et ça l'a toujours été, et c'est ça qui est triste aussi. Ouais. Moi, je me demande si il y a pas il y a quand même une petite ambiance de guerre froide aussi en arrière de ça. Tu sais, j'ai l'impression que toute la dynamique qu'on voit diplomatique entre les différents partis pris, c'est un peu ce qu'on a vu dans les années 70 en Asie. Fait que je suis vraiment curieuse de voir vers quoi ça s'en va, mais évidemment, je pense à mon grand cœur d'humaniste, pense à tous les civils qui sont un peu les pions des conséquences, qui vivent les conséquences de toutes ces attaques-là. Plus de 30 000 morts à Gaza, c'est juste déplorable, puis c'est très triste de voir les images. Puis, comme tu dis, c'est ces gens-là, en fait, qui sont pris en otage, par des carrément, qui veulent juste aller le matin manger, avoir leur petit quotidien, être en sécurité. Fait que
C'est très triste. Très, très triste. On enchaîne Ouais. avec un sujet un peu plus loufoque, si je puis dire, puisqu'on va parler du scandale Boeing. Boeing. Bon. Ouais. Depuis l'accident sur un vol d'Alaska Airlines en janvier, l'avionneur américain multiplie les problèmes. Au début du mois d'avril, c'est ça, il y a comme... En tout cas, il y a le capot d'un moteur qui a comme pété, qui s'est détaché au décollage. C'est pas ça qui était supposé arriver, là, on s'entend. Fait que l'avion a bien entendu fait demi-tour, puis on sait que ce qui s'est passé en janvier sur Alaska Airlines, c'est qu'il manquait 4 boulons dans la porte. Fait que la porte s'est détachée. Ça touche Boeing, bien évidemment. Puis visiblement, ça a des conséquences quand même assez palpables, puisqu'il y a des lanceurs d'alerte qui sont... en tout cas, il y en a un qui est mort dans les derniers mois. Un ancien ingénieur de Boeing qui a dit que Boeing faisait pas attention à la sécurité de ses appareils, qui est décédé. Ouais. Qui est malencontreusement mort d'un tir. Fait que les enquêteurs sont là-dessus. On n'est pas juge, hein, fait qu'on ne dira pas c'est quoi, mais c'est quand même bizarre de se retrouver avec une balle dans le corps. Puis ça a quand même un impact sur tout le secteur aérien, évidemment, puisque ça pose beaucoup de méfiance. Puis c'est carrément une branche du gouvernement qui est sur le dossier. Airbus, évidemment, carnet de commandes plein. Oui. Puisque c'est la plus grosse alternative viable. Puis la Toulousaine qui est en moi est ravie, puisque Airbus est une compagnie de ma ville. C'est vrai, hein? Ça me rendra pas plus riche, mais c'est cool. Mais c'est ça, c'est que... Pour Airbus, peut-être. Là. Peut-être que je suis dans le... Tu peux-tu faire ça sur des avions? Je suis pas très bonne en maths. Peut-être pour Boeing. Apparemment, ça a l'air facile. Ouais, c'est ça. T'as pas besoin de mettre des boulons, honnêtement. C'est comme les pièces de rechange Ikea. Ouais, il me reste 3 vis, je fais quoi avec ça? Bah, trop. C'est interchangeable. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est que ça a créé beaucoup de tensions dans le secteur, puis beaucoup de méfiance, mais en même temps, on est sur un boom total du tourisme, tu sais, genre ça continue d'acheter des avions commerciaux. Fait que c'est ça qui est très étrange. Puis est-ce que ça va avoir un impact sur cette économie-là, tu sais? En tout cas, beaucoup de questions, mais ça va pas bien. Ben, déjà, l'économie, tu sais, chaque jour, mois, semaine, année, il y a de plus en plus de gens qui arrivent à la classe moyenne dans des pays, par exemple, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, bref. Donc, le tourisme est constamment en croissance. Donc, est-ce que ça va ralentir le tourisme? Je sais pas. Moi, je te dis une chose, c'est que maintenant, à chaque fois que je prends un vol, je regarde c'est quoi l'avion. Puis quand c'est Boeing, là, c'est mieux d'être pas cher. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est mieux d'être pas cher. cher. T'es dans l'avion, t'as ta petite fiche plastifiée comme quoi faire en cas de... Ben oui. Genre, mettez votre tête en dessous du siège, c'est comme à 300 km/h dans le siège, il va péter, de toute façon. En fait, même ton masque, il est en plastique, là, c'est Toys R Us. Je suis un peu inquiet quand je rentre dans un Boeing maintenant. Tu sais, Alaska Airlines, c'est-tu Alaska Airlines ou c'est l'autre vol que la porte a lâché? C'est Alaska Airlines. La porte a juste lâché, puis il s'est rien passé, genre, bravo au pilote d'ailleurs. Oui. Puis là, toute l'équipe qui je sais pas s'ils ont paniqué, moi j'aurais paniqué. Ben, moi j'aurais paniqué en temps. Moi j'aurais mangé la mousse des bancs. En tout cas, ils sont tous arrivés à destination sains et saufs. Mais ça n'a pas été le cas dans les dernières années sur des lignes Boeing. Puis là, je vais fêter les 10 ans de la disparition de... Oh. Anniversaire funèbre. Malaysia Airlines, je pense. En tout cas. 2 fois, en fait. On n'a toujours pas de nouvelles. Et j'ai beaucoup de TikTok, et ça n'a aucun rapport avec cette émission. J'ai beaucoup de TikTok qui me parlent de ce vol-là, parce que je sais pas si c'est les 10 ans ou quoi. Tu as fait des recherches. Ton algorithme le sait, là. Apparemment, le pilote aurait voulu se suicider, puis tu sais, il sait parfaitement comment faire pour faire disparaître un avion, fait qu'il a volontairement coupé contact, puis adios. Fait que c'est ma nouvelle phobie. Un pilote suicidaire. Et c'est vraiment pas drôle. Aïe, aïe, aïe. Mais écoute, moi, j'ai jamais compris ça, OK? Puis ça, c'est la joke de P.A. Méthode, un humoriste. C'est comme, tu peux retrouver ton cellulaire dans le fin fond des montagnes avec une petite puce, mais un avion, on n'a jamais retrouvé un avion. Come on, guys! Comment mettez un GPS, quelque chose? Ça se trouve, toute la gang vit sa meilleure vie sur une petite île de l'océan Indien.
sont dans les Maldives, ils sont genre, ah, yes, sir. Ils ont tout compris. Ils ont vu 2024 arriver, ils se sont dit, non. Adios. Ils savaient que la COVID... En fait, ils savaient que la COVID s'en venait. Ils ont fait, nous, on se plante sur une île déserte, on veut rien savoir. Je dois t'avouer que je t'assiste. Je veux dire, une porte, honnêtement. Comme... Tu t'imagines, je veux dire, toi, t'es de même, comme tranquille, je veux dire, tu t'en vas à Punta Cana, t'as un petit pina colada, là, il y a la porte à lâche. Comme, à quel point t'es stressé? Je capoterais. Et moi, je suis désolée, mais à ce moment-là, je suis juste absente. C'est une décapotable, tu sais, c'est comme... Il y a eu des gros problèmes avec Boeing, puis je pense que ça démontre, en fait, certains éléments, en fait, de l'économie américaine, c'est-à-dire, on voulait sortir ça rapidement, on voulait faire des profits, il fallait, tu sais, le modèle fallait qu'il fonctionne. On parle du 737 MAX. Bon, ça c'est... Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de laisser-aller, puis il y a eu de la corruption même. En fait, certaines rumeurs de corruption, comme ce quoi on avait essayé d'aller chercher à corrompre le gouvernement pour l'approbation fédérale aux États-Unis. Donc, on voit que, puis là, tu le dis, bon, on ne va pas tomber dans les théories de conspiration, mais c'est quand même assez étrange qu'une personne qui soit un whistleblower, donc un lanceur d'alerte, se fasse tirer tout bonnement juste après avoir lancé une alerte. Donc, c'est quand même assez bizarre. Mais tu sais, pourquoi justement... Pourquoi Boeing, tu sais, il doit bien y avoir une intelligence là dans ce groupe-là, je peux pas croire. Il se tire une balle dans le pied. Mais je sais pas, là, ils l'ont tiré, je sais pas si c'est dans le pied, mais... Non, oui. mais tu sais, parce que ça n'a aucun doute que ça va couler à un moment donné, même déjà rendu là, je sais pas... Arrête de jinxer la patente, là, ça va couler, ça va tomber, ils vont cracher. Mais moi, je suis rendue à un point où, en tant que consommatrice, je suis presque prête à checker quel avion va me transporter avant d'acheter mon billet. Ah oui, clairement, moi aussi. Moi, si j'étais Boeing, puis je suis pas certain, je doute si je le prends ou pas, là. C'est ça. Moi, j'ai une compagnie aérienne, j'achète plus Boeing. Exactement. Fait que là, pourquoi Boeing essaie pas de sauver les meubles rendus là? Pourquoi ils font, tu sais, genre, ils se lancent pas dans de la recherche, dans... Une gestion de crise qui doit être embarquée. Exact. On doit être comme en mode, OK, on rappelle les avions, on les check un par un, puis on veut plus jamais que ça se reproduise. On dirait qu'ils sont comme pas... Ils paniquent pas. Ils paniquent pas autant que nous. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette histoire. Moi, je conseillerais aux gens qui nous écoutent déjà de pas prendre l'avion, parce que empreinte carbone. Oui. Ben là, on n'est pas les meilleurs exemples non plus, là. Pas pour toi. Ben... Je te rappelle que ton pays de départ, c'est sur un autre continent. Exact. Mais t'es pas venu en bateau. Non. Mais j'aurais pu. Mais là, faudrait checker l'empreinte carbone, parce que je crois que c'est pas fou. En tout cas, ça dépend du nombre de personnes dans le bateau. C'est pire le bateau que l'avion, en fait? Ben, par exemple, pour faire un Paris-Londres, oui. Pour vrai? Oui. Par rapport au nombre de personnes. Mais parce que les bateaux sont pas à capacité pleine. OK. Fait que, mettons, réellement, là, tu sais, mettons, pas s'il sera à pleine capacité, mais dans les faits réels en ce moment, c'est plus c'est ça, c'est polluant. que ça consomme énormément, ou alors légèrement moins, là, mais on est très très proche. En tout cas. Prenez le vélo. Faites Paris-Londres en vélo. Exact. Oui. En voilier. Électrique, vélo électrique. Oui, toujours. Fait que c'est ça pour Boeing. Je sais pas si... À chaque Boeing. Drôle de nom pareil, hein? Oui. C'est le nom d'un flop, selon moi. Ils ont bien choisi, en fait. Ils ont bien choisi. Est-ce qu'ils vont rebondir? Est-ce une escale dans leur histoire? Oh, oui, est-ce qu'ils vont prendre leur envolée? Ou je sais que l'action a piqué du nez, par contre. Ouf! Pour vrai, ça a été... Puis tu sais, ça a l'air de rien, mais pour une entreprise qui est cotée en bourse, donc sur les marchés publics, c'est plusieurs milliards de dollars de moins. Donc, c'est énorme. Plus. En tout cas. Ben, je sais. J'aurais le goût de leur faire un split. Moi, je pense qu'on se part une partie de une compagnie de consultation, puis on va les réveiller. On va les shaker. Hey, mais ça me rappelle une histoire. Étais-tu là? Oui, t'étais là. Mais quand il y avait des Samsung qui explosaient, oui. Il y avait des téléphones qui auto... Ouais. On achète encore des Samsung. C'est vrai. Fait que peut-être que Boeing se base là-dessus, puis comme, ça va être correct. On va attendre des 3 ans, ils s'en rappelleront plus, là. Mais c'est vrai, peut-être effectivement qu'on va oublier complètement dans 5 ou 10 ans que ces scandales existaient, puis qu'on va tous vouloir reprendre Boeing. Mais c'est sûr qu'en ce moment, si je suis un dirigeant d'Airbus, je me réjouis
pas mal. En fait, j'aurais dû acheter des actions d'Airbus. Je me rends compte que j'ai pas été très... C'est quand même tout le secteur aérien qui est touché, fait que donne-leur quelques mois là, avant d'acheter. Non, c'est vrai, je vais attendre. Mais c'est quand même fou. Honnêtement, ça... Je finis là-dessus, mais moi, ça me... Tu sais, l'aviation, on voyait ça comme hyper sécuritaire. C'était un peu comme une... Ben, ça reste que malgré le Boeing, tu sais, fait pas descendre les statistiques tant que ça. Là. T'as moins de chances de mourir dans un avion que dans une auto. C'est vrai. Puis... Ils ont quand même perdu la porte, puis ils ont atterri quand même. On s'entend. Robert Piché est encore là. Mais je pense que les 3 heures de vol, tu les fais avec les fesses très très serrées. Ah oui, non, mais comme je te dis, si jamais ça m'arrive, il n'y a plus de mousse. Il n'y a plus de mousse, c'est bancs. Il n'y a plus de... Je suis déjà en dessous. Toutes tes prières, c'est maintenant. C'est fini, là. Oh mon Dieu. Les Jeux Olympiques de Paris, en parlant de... en parlant de projets qui capotent. En parlant de choses qui ont coûté super cher et qui marchent pas. Toi, t'es pas... En tant que Française, je me serais dit... Bon, j'avoue que t'es pas la... C'est pas que tu regardes les Jeux Olympiques. Non. Mais non, ben c'est vrai... Je peux pas parler de sentiment de fierté. En fait, j'y suis pas. Fait que j'ai pas cette... tu sais, il y a pas d'énergie là de... Et on accueille un événement international. Tu sais, je me rends bien compte que les Jeux Olympiques, en termes de... Encore une fois, d'ingénierie, puis de culture, puis de logistique, tu sais, c'est un événement incroyable. Ouais. Puis j'aurais été curieuse de le vivre. Mais en même temps, on n'entend que des choses négatives. Mais là, pour le coup, je trouve ça très français. Évidemment, on parle que de ce qui se passe mal. Mais je me pose de sérieuses questions sur la gestion de la ville de Paris par rapport à cet événement-là. On enchaîne quand même scandale sur scandale. Puis je sais pas si... En tout cas, je sais pas trop quoi en penser. Ben, déjà, une chose, c'est que je dois avouer que moi, si je suis un gouvernement aujourd'hui, je suis désolé, mais jamais je m'embarque dans le projet des Jeux Olympiques. C'est tout simplement rendu tellement cher. C'est tellement cher. Je veux dire, c'est des milliards de dollars pour 2 semaines de regarder des gens faire un sport. Je veux dire, les Chinois vont tout gagner. Ou les Chinois vont ou les Américains. Oui. C'est comme... C'est tellement cher. Puis leur retour sur l'investissement, on l'a vu, toutes les statistiques le démontrent. On n'arrive pas à ramener notre argent par la suite. Les gens disent oui, mais ça amène le tourisme. Sauf que, regarde, Montréal, les Jeux Olympiques en 1976, puis les gens ne viennent pas ici pour voir le stade olympique. Je veux dire, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Donc, c'est très, très cher aujourd'hui et ça occasionne aussi énormément de problèmes. Tu sais, ce que je me dis, c'est est-ce que tu veux mettre cet argent-là pour 2 semaines de compétition puis une vitrine ou justement, on parle d'itinérance, on parle de transport en commun. Est-ce que tu aimerais mieux mettre cet argent-là sur aider le citoyen jour le jour? Personnellement, moi, je prends dans la deuxième option. Donc, j'ai de la misère à comprendre encore pourquoi des gouvernements investissent autant d'argent dans ça. Par contre, si je suis un Parisien, j'ai hâte quand même que ça arrive. Je veux dire, t'as hâte de sous-louer ton appart à genre 3 000 euros la semaine. C'est ça. Je vais faire la palette, comprends-tu, là? Si le Boeing se rend, tu sais, Mais puis je suis un grand amateur de sport, donc c'est sûr que pour moi, regarder une compétition comme ça, je serais comme hyper content. Là. Je voudrais aller voir, par exemple, les meilleurs coureurs, tu sais, je veux dire, c'est les meilleurs athlètes de la planète. Mais c'est devenu... Moi, je pense qu'on devrait regarder. On pige au sort chaque année. 4 sports, that's it. Ils sont 40. On fait ça au Parc Mont-Royal. That's it, that's all. Ça coûte 5 000 $. Surf, saut en hauteur. Je regarderais 100 mètres. J'avoue que 100 mètres, c'est quand même assez une belle course. Surtout oui, c'est la discipline. C'est le marathon, évidemment. On le garde. Mais après ça, tu sais, je veux dire, cool, te lancer un javelot, man. Ouais. Mais 82 mètres, cool. Te lancer un piquet avec une flèche. Pour les sportifs, c'est un accomplissement. On s'entend dans une carrière, c'est magnifique. Mais c'est ça, l'impact sur la ville en tant que telle. Il y a plein de questions qui se posent. Puis c'est drôle, c'est très hypocrite en fait, parce que tu sais, quand ça se passait à Rio ou à Pékin, on regardait ça avec nos yeux d'occidentaux, comme ça va être super pour eux, ça va leur ramener du cash, c'est super chouette qu'il y ait des pays émergents qui accueillent un événement comme ça. Mais quand c'est chez nous, par contre, c'est la panique, ça coûte trop cher, c'est pas correct qu'il y ait autant de problèmes sociaux dans les villes hautes. Mais tu sais, ça nous dérange. Puis tu utilises souvent l'expression mort kilométrique, là c'est un peu le scandale kilométrique, tu sais,
comme par hasard, on est très très informé sur ce qui se passe à Paris, sur tous les scandales par rapport aux étudiants qui se font virer de leur logement, aux itinérants qui sont envoyés dans les villes de région parce qu'il n'y a plus de place à Paris, du prix du métro qui va faire x10. Tu sais, genre, il y a beaucoup de négatifs. Mais effectivement, c'est dommage qu'on focus pas sur les aspects positifs. Mais tu sais, est-ce qu'on peut accepter cette dose de positif versus tout le négatif? Ben, tu fais bien de mettre un point sur la table. Tu sais, c'est le fun. Tout le monde aime les Jeux olympiques. Fait que quand c'est dans un pays qui n'est pas le nôtre, on est comme « Wow, c'est les Jeux olympiques ». Il n'y a plus de nations, on est tous ensemble, c'est rassembleur. Fait que tout le monde aime les Jeux olympiques. Donc, quand c'est pas chez toi, tu te dis, bah, c'est pas mon argent, les gens l'ont dépensé, c'est leur problème. Puis on l'a vu aussi au Brésil, ben, pour la Coupe du Monde, puis même les Jeux olympiques, mais même Athènes aussi en Grèce, en 2004, si je ne m'abuse. Oui. Des infrastructures qui sont aujourd'hui complètement à l'abandon. Là. On voit des vidéos, des photos de piscines olympiques. Oui. Qui deviennent des champs de ruines. Les villes nous disent le contraire. Mais vous inquiétez pas, les millions qu'on a mis pour faire cette piscine, ça va être pour les jeunes des quartiers qui vont venir, Non, on n'aura jamais l'argent pour prendre soin de ces structures-là, puis on n'est pas capable d'embaucher du monde pour y travailler. Fait que, non, il y a quand même quelque chose de vraiment hypocrite avec ce genre de... On n'a pas développé Hochelaga Maisonneuve parce qu'on a mis un stade olympique. Non. Puis c'est vrai aujourd'hui qu'il y a plus de connaissances, puis il y a moyen de créer des quartiers, de revitaliser des quartiers. On l'a vu, par exemple, à Londres, où ça a semi-fonctionné. Je peux comprendre l'idée de dire « faut investir en infrastructure, donc profitons d'un événement pour le faire ». Mais, encore une fois, il y a tellement d'infrastructures, puis c'est là où c'est un non-sens de dire « Hey, il faut accueillir, combien d'athlètes? 10 000 athlètes? Dans 10 ans ou 5 ans? » Comme c'est sûr qu'il va falloir construire des milliers des centaines ou des dizaines d'infrastructures. Comme c'est trop gros aujourd'hui, c'est juste trop gros. Fait que, comme je dis, pourquoi on fait pas quelque chose de plus petit? Je veux dire, peut-être qu'on peut diviser dans plusieurs villes, par exemple, ou peut-être que... Je sais que c'est l'esprit des Jeux olympiques, c'est bien, mais c'est devenu tellement gros, puis là, c'est devenu plus une course à la... Regardez à quel point je suis bon, on l'a vu avec la Chine, la Russie, avec puis peut-être même éventuellement l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis qui avec la Coupe du Monde, c'est le même principe. On veut montrer à quel point on est bon, on a vu que c'est politique, mais c'est devenu trop gros pour rien. Moi, je vous dis, on prend, regarde, top 5 par catégorie. Il y a 100 athlètes, c'est tout. Regarde, si tu n'as pas de neige chez vous, tu peux pas faire la compétition de sport d'hiver, c'est tout. Oui, ben ça semble une très bonne base. Je trouve ça fou qu'on doit remettre ça à plat. Mais oui, c'est Los Angeles, justement, la mairesse de Los Angeles qui est venue visiter la mairesse de Paris. Puis la mairesse de Paris qui lui a dit je te conseille de commencer tes devoirs maintenant. C'est quand même pas facile. Imagine comment tu chialerais sur les problèmes à Montréal si on accueillait les Jeux olympiques à Montréal. Oh mon Dieu, mais il y a eu tout un scandale. Ben, un scandale, non, j'exagère. On voulait accueillir un des matchs de la Coupe du monde de soccer, puis finalement, le gouvernement du Québec a dit « Je pense qu'on n'a pas le cash pour faire ça », puis je trouve ça très honnête. C'est dommage, mais c'est très honnête. On l'a pas. C'est dommage qu'on a un stade olympique, mais... Puis pour remettre, 870 millions pour refaire je sais plus quoi. Pour un toit qui s'ouvre même pas. Je suis sûre que Saputo aurait commandité la Coupe du monde à lui tout seul. Pourquoi vous mettez pas un gros logo sur le top, mettons? Comme une belle grosse commandite sur 20 ans, là. En tout cas. Mais honnêtement, j'ai hâte. En tant qu'amateur, j'ai hâte. Puis c'est drôle parce qu'on parlait de référendum ou de souveraineté tantôt, mais je deviens Canadien. Ça, c'est le paradoxe. Ça, c'est la feuille d'érable. C'est la feuille d'érable. Je suis comme, c'est nous autres. Puis après les 2 semaines, je suis comme, OK, non, c'est fini. Là, je retourne dans mon Québec. Mais c'est beau à voir, mais encore une fois, c'est devenu trop gros. Moi, je te combinerais ça. C'est-à-dire, au lieu du lancer du javelot, du lancer du marteau, du lancer du poids, du lancer... Tu fais un lancer. Tu fais un genre de javelot avec une boule au bout. Puis tu tournes, tu sais, comme t'es le meilleur lanceur, point barre. Bon, mesdames et messieurs, le temps que cette émission s'achève,
Jeff, 110 mètres haies. Sérieux, pourquoi t'as besoin de rajouter une course avec des obstacles de plus? comme les athlètes pourraient choisir au-dessus de quoi ils sautent, mettons. Ben oui, je veux dire, au pire, ou sauter dans le vide, je sais. Faites le 100 mètres, mais en sautant, si vous êtes si bon que ça. Tu sais, pourquoi avoir autant de compétition? Comme, c'est rendu trop gros. C'est rendu trop gros, Hélène. C'est trop gros. Je veux dire, la nage, la natation, t'es rendu avec le 50 mètres, le 100 mètres, le 150 mètres, le 200 mètres, le 200 mètres papillon, là. T'as dit rien qu'une? 3 km dans le lac Saint-Jean. That's it, that's all. C'est vrai que ça fait pas 25 ans qu'ils s'entraînent pour ce moment-là, spécifiquement pour cette épreuve. Hein. Ils pourraient faire n'importe quoi d'autre. Ben, clairement. T'sais, le gars, il est plombier 2 jours, puis il va aux Olympiques. Comme, on vient de régler le problème de main-d'œuvre. Bref, en tout cas. C'était mon moment de... Toi aussi, t'avais un cri du cœur, Ben, finalement. clairement, guys. Écoute, Est-ce que t'as quelque chose à nous recommander pour notre cigare, quelque chose de culturel, donc une sortie au musée, un podcast à écouter, un bouquin à lire? je vais faire comme tu fais avec les mots de la fin. Je vais commencer avec toi, je vais penser à ça. Tu vas commencer avec moi? Ouais. J'avoue qu'en ce moment, je consomme très peu de culture, c'est pas bien. Mais... je recommanderais peut-être au Mais monde... tu fais des amigos pas mal, Montréal-Québec. Ça, c'est de la culture, quand même. Non, mais continuez à sortir, tu sais, encourager, je sais pas, vos humoristes de quartier. Tu sais, dans Hochelaga, je vois que c'est en train de popper partout, des soirées d'humour. Oui, ça coûte un petit billet, mais on a eu 3 ans de pandémie, fait qu'il faut pas oublier qu'on a de la chance d'avoir cette offre-là dans nos quartiers. Je recommanderais aux gens de s'abonner aux infolettres des institutions culturelles qui les intéressent aussi, parce que des fois, on a des belles surprises. Je pense par exemple à l'Office national du film pour les gens qui sont à Montréal, ou tu sais, je sais pas, ton musée préféré, voir c'est quoi les expos qui sont en ce moment. Et sinon, très rapidement, je lis en ce moment une bande dessinée qui s'appelle Aya de Yopougon. Pour les gens qui lisent des bandes dessinées, c'est un classique, mais ça parle de la Côte d'Ivoire dans les années 70 et c'est vraiment super cool. T'apprends plein de trucs sur la culture africaine, c'est vraiment pas prise de tête, très facile à lire, les dessins sont simples, c'est super coloré, puis Abidjan dans les années 70, ça avait l'air vraiment cool. Tu vas me le passer une fois que tu l'as fini? Avec plaisir. J'ai emprunté à la bibliothèque, en fait. Ah, génial. Ben, tu fais bien. Moi, je vais y aller pour un livre que j'ai lu très, très récemment, en fait, le mois dernier. Ça s'appelle Everybody Lies. C'est un auteur américain qui s'appelle Seth. Là, il y a un nom avec quelque chose qui finit par Jovich. C'est Davidovich, je pense. Bref, en tout cas, vous allez le voir, Everybody Lies. C'est un super livre. En fait, lui, ce qu'il a pris, c'est toutes les recherches sur Google, donc les métadonnées de Google, pour essayer de comprendre, en fait, comment les gens réagissent. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est ça. Souvent, on se rend pas compte à quel point, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il regardait la population qui faisait des recherches sur l'homosexualité dans certains États des États-Unis, dans certains États. Il s'est rendu compte, en fait, que, par exemple, certains États affichaient ouvertement des taux d'homosexualité plus bas, par exemple, que la Californie, mais que le nombre de recherches était relativement toujours la même proportion au niveau des jeunes d'un certain âge. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que probablement que les gens sont moins ouverts de l'admettre, ou les gens, par exemple, vont déménager dans d'autres États. Donc, c'est pour comprendre à quel point, des fois, la perception que nous, on va donner devant les gens, puis la réalité est tout à fait différente. C'est un super livre. C'est super facile à lire. C'est pas très, très long. Donc, Everybody Lies, moi, je vous le recommande vraiment. Et voilà, moi, je me suis donné comme défi de lire un livre par mois. En fait, c'est ma blonde qui me disait, on fait ça, puis j'embarque un livre par mois. C'est ça. Fait que j'ai le défi. Je ne sais pas dire que je vais le faire, mais c'est le défi. À date, ça va quand même bien. J'ai quand même réussi relativement bien à faire un livre. Mais une bande dessinée, c'est bon, c'est plus vite. Je savais pas que tu savais lire, fait que je suis ravie de l'apprendre ce soir. Non, c'était gratuit. Je pense qu'il y avait une porte de je dis ça à tous mes amis. Ton ex te fait chier. Merci pour cette émission. Merci à toi. Encore une fois, on invite les gens à nous suivre sur les... T'as-tu le mot de la fin? Mais non, c'est regarde, bon. Je fais ça tout seul comme une grande... Non, mais... Il est temps que tu te taises. Wow, ouais, ça devient passif-agressif. Hein? Faut vraiment arrêter cette émission. Il faut vraiment arrêter cette émission, mais on va l'arrêter. Non, on va l'arrêter dans l'amour et la joie et tu sais, malgré toutes les mauvaises nouvelles dont on a parlé, continuez à cultiver votre esprit critique, à aller lire, à aller écouter des podcasts où il y a des gens beaucoup plus experts que nous qui parlent de vrais sujets. Suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Dites-nous ce que vous voulez entendre sur Apéro Cigare. Nous, on sera là dans 2 semaines. Ben oui. Et puis... Puis la saison achève, hein, parce que la saison achève. mi-mai, là, on prend une pause estivale pour C'est aller ça. prendre un petit cocktail sur le bord d'un parc. Parce Ouais. que j'allais dire sur le bord de l'eau, mais on n'a pas accès à l'eau à Montréal, fait qu'oubliez ça. Mais on va certainement, oui, prendre une pause estivale, donc il reste pas beaucoup d'épisodes, donc suivez-nous jusqu'à la fin, on veut vraiment... Écoutez, Oui, faites-nous des views. faites-nous des views, puis les sujets sont tellement encore d'actualité, tu sais, logement, avec transport, intelligence artificielle, c'est- sport. Ouais. tout encore d'actualité, fait allez les réécouter. Puis ben nous, on se voit dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Yes, sir.